Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire cette communication en français. Voilà, ma communication s'intitule La reconversion d'une usine en école d'entreprise dans le secteur pétrolier. Quel intérêt pour l'amélioration du travail et de l'emploi dans les territoires en voie de désindustrialisation? Alors, c'est une communication que j'appuie sur une enquête qualitative que j'ai faite en 2016-2017 en France. Je suis entrée dans un groupe pétrolier pour réaliser des observations de formation technique. J'ai réalisé une ethnographie au sein de l'école d'entreprise, de formation qui était destinée à des salariés qui occupent des postes subalternes dans l'industrie pétrolière française, mais pas seulement. L'objectif premier de mon enquête était de voir comment on forme des ouvriers à exercer un travail dangereux, sachant que le travail en usine, en raffinerie de pétrole notamment, est dangereux dans un double aspect pour les travailleurs, du point de vue professionnel, et pour l'environnement qui entoure les usines. J'en ai tiré une thèse que j'ai soutenue il y a 1 an maintenant à l'université Paris-Dauphine. Donc l'originalité, l'apport, on va dire, de l'enquête a été de me concentrer principalement sur un site qui a été reconverti, donc qui était une usine jusqu'en 2010, qui a fermé en 2010 et qui a été reconverti en école d'entreprise à ce moment-là. L'objet de ma présentation, donc, c'est de revenir sur une petite partie de mes résultats de thèse, donc en me concentrant sur la reconversion industrielle de l'usine à cette période de charnière, donc 2010. Reconversion of the factory. Hello. Ouais. Je continue à parler. Okay. Très bien. En même temps, donc voilà, l'originalité du site où j'ai enquêté tient aussi dans son contexte. The originality of the... Est-ce que je dois parler? Je suis un des interprètes. Il y a de la confusion. Qui est-ce qui doit parler? Je ne sais pas si j'ai été admis comme interprète. Mon nom est Antonio Artuso. Est-ce que je continue l'interprétation vers l'anglais? Oui. Ben oui, c'est ça, je le ferme, mais il me rallume. C'est sur l'ordi de l'HEC. Oui, c'est ça, ok. Là, vous m'avez mis en sourdine. Ah oui. J'ai l'impression que je dérange. Est-ce qu'il y a un autre interprète en ce moment? Non. Alors, est-ce que c'est moi qui va interpréter vers l'anglais? Non. Is that all right? That's fine with everyone. Should we just continue in French? I beg your pardon? I'm just asking. I'm just asking the audience whether or not we could just continue in French, if that's fine with everyone. Je vous entends pas bien parce qu'il y a de l'écho. Excusez-moi. Allumez le micro. No, this is all supposed to be. What? Yeah, but if you want to talk to him. Oh no, I was just. I'm just asking the audience how do we feel. That's not God's voice. Huh? It's not God's voice. Just continue, and I will go handle this up. Okay, yeah. So I think you just continue. Okay. Yeah. Thank you. Sorry. The wonders of technology don't always work. Yeah. Bon, donc je reprends. Oui, excusez-moi d'insister. Est-ce que je continue? Yeah, I think we'll continue this morning now, and then Benjamin is just going to go see if he can get some help in the meantime. Well, I'm waiting for your orders. Yeah.
Yeah, so I think Edwig is just going to continue in French, so don't worry right now. And then, if Benjamin can find a tech, then perhaps we'll stop, but we'll do that perhaps at the next. So there won't be any translation into English. Yes, that's right. Not for this current presentation, right? Good. Just- Thank you. Thank you. Okay, thank you so much. Ok. So we'll try again. Ok. Ok. Bon, donc je reprends. Donc, je vous propose de revenir sur la reconversion industrielle donc, de l'usine en centre de formation en entreprise, qui est intervenue donc, dans un contexte particulier. Le premier point, c'est le fait que le site reconverti se situe sur un territoire en voie de désindustrialisation. D'autre part, il fait partie d'un groupe pétrolier dont l'activité se réduit structurellement en Europe. Enfin, finalement, la reconversion de l'usine en centre de formation en entreprise vise à internaliser des formations qui sont destinées à des salariés de moins en moins nombreux dans le groupe, puisque l'activité diminue à long terme. Donc tout ça pour dire que cette reconversion a posé un certain nombre de questions. D'une part, par rapport à sa raison d'être, l'utilité concrète du centre de formation, mais aussi par rapport à ses effets sur le travail et l'emploi. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le détail du cas que j'ai été voir. Donc, en 2009, on a en Europe une crise de surproduction d'essence. C'est-à-dire que les stocks d'essence sont pleins. On ne peut plus produire toujours plus d'essence. Donc, comment fonctionne une raffinerie de pétrole? À partir d'un baril de pétrole, on peut produire un certain nombre de produits qu'on raffine de plus en plus. On ne peut pas exclure de produire de l'essence d'un baril. Voilà, la production intervient assez tôt dans le procédé. Donc, soit vous produisez des essences, soit vous arrêtez complètement de raffiner du pétrole. Donc, le groupe où j'ai enquêté a décidé en 2009 de fermer une raffinerie de pétrole française. Et donc, il a choisi une raffinerie dont le schéma de production est très peu poussé. Donc, elle produisait principalement des essences et pas de produits plus raffinés comme des engrais ou des produits destinés aux cosmétiques, par exemple. En pratique, la reconversion de l'usine a pris plus d'1 an. Donc, la décision de ne pas redémarrer l'usine, donc de la mettre à l'arrêt, arrive en septembre 2009. Elle a été suivie, cette décision, d'un conflit social pendant plusieurs mois. On arrive en mars 2010, où en mars 2010, il y a une réunion d'une instance représentative du personnel, donc un comité central d'entreprise, qui fait des propositions où là, la direction fait des propositions de reconversion du site en proposant notamment de conserver tous les emplois directs, c'est-à-dire que l'usine employait 370 personnes environ sur place et donc plus de 6 mois après la décision, on propose de ne pas licencier. Voilà la proposition qui est faite aux salariés. En même temps, ce qui se passe, c'est qu'on a une proposition de ne pas licencier de salariés directs. 6 mois plus tard, en septembre 2010, les salariés n'ont toujours pas de nouvelles, c'est-à-dire qu'ils ne savent toujours pas encore ce qu'ils vont faire. Donc, pendant plus d'1 an, finalement, ils n'ont pas travaillé. Ils ont été en emploi, ce qui est assez atypique quand même dans le monde industriel et en France y compris. Ils ont conservé leurs emplois, mais sans travail, en fait, pendant plus d'1 an. Donc, les propositions qui leur ont été faites, finalement, ont été les suivantes. On a eu quelques départs en retraite anticipés, mais finalement, pour une minorité de salariés du groupe. D'autres salariés se sont vus proposer la mutation, donc ont été mutés sur d'autres sites en France, mais aussi ailleurs. La troisième option qui leur a été proposée, c'est de se reconvertir sur place. Et donc, sur place, le site a été reconverti en 3 structures, en fait, pas seulement celle qui m'a intéressée, un dépôt pétrolier, un centre d'assistance technique internationale et donc le centre de formation d'entreprise
sur lequel j'ai enquêté. Donc, j'en viens à la question de la formation d'entreprise qui m'a intéressée. Quelques éléments de contexte pour commencer. Donc, voilà, le projet d'école d'entreprise où j'ai enquêté a consisté à internaliser des activités qui étaient auparavant externalisées. C'est-à-dire qu'avant, la formation était donnée par des prestataires externes et donc là, elles ont été internalisées au sein du groupe. Les justifications qui ont été données pour internaliser ces activités ont été principalement de 3 ordres. La direction a fait le pari qu'en internalisant les formations, elle pourrait mieux maîtriser les coûts liés à la formation des salariés. Ensuite, elle a fait le pari qu'en internalisant les formations, elle pourrait aussi mieux contrôler la qualité des formations données. Et ça a reposé en particulier sur le fait de mieux maîtriser la parole des formateurs, en fait, directement employés plutôt que la parole de formateurs d'organismes externes. Enfin, la troisième justification qui a expliqué que ce projet voit le jour, c'est qu'il a consisté en une solution pour réemployer les salariés du site. C'est-à-dire qu'il fallait avoir le bon compte d'emploi pour réemployer les personnes sur place. Plus d'un an après la décision de mise à l'arrêt de l'usine, ont été sélectionnés des formateurs parmi les anciens salariés du site. Ils ont été principalement sélectionnés sur 2 critères. Le volontariat, alors c'est le critère officiel, on va dire, donc il fallait être volontaire pour pouvoir être sélectionné. Il y a eu évidemment un critère plus informel, donc non dit par la direction, c'était le fait que les formateurs puissent adhérer aussi au message qu'ils sont censés porter en formation, donc au message de la direction. Je ne vais pas expliquer ça, mais voilà, les formations, elles ont plusieurs objectifs. Perfectionner le niveau des salariés sur le plan technique, donc améliorer leurs connaissances techniques, mais pas seulement, aussi améliorer leur capacité à prévenir les risques dans l'entreprise, que ce soit les risques professionnels ou environnementaux. Et la fonction plus cachée, on va dire, des formations est aussi de contribuer à transmettre une certaine culture d'entreprise qui est partagée avec les cadres du groupe. Donc voilà à quoi servent les formateurs. Le résultat de ça, c'est qu'en 2016, la structure emploie, donc le centre de formation emploie 40 salariés, dont 15 formateurs, des techniciens et aussi des cadres et des personnels administratifs. Donc j'en arrive à ce sur quoi j'aimerais conclure en fait sur ce cas. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Quel est l'intérêt de cette étude? Premier point, je voudrais revenir d'abord sur quand même la raison d'être du projet d'école. Donc, je vous ai dit, on crée une école d'entreprise, quand bien même le nombre de salariés est en diminution, il reste quand même un besoin de former les salariés qui restent. Donc, c'est une première justification du projet. En fait, assez vite, la structure ne s'adresse pas qu'à des salariés, ne forme pas que des salariés français, mais forme aussi des salariés des pays limitrophes et en fait aussi extra-européens. Les formateurs sont mis à niveau en anglais pour pouvoir former notamment des personnes du Moyen-Orient qui viennent. Alors pourquoi on vient du Moyen-Orient pour se former dans ce centre de formation? C'est qu'il présente sa valeur principale et il a s'agit de reconvertir des structures en structures de formation, en simulateur en fait, de travail. Donc, les anciennes machines ont été toutes conservées et réhabilitées pour pouvoir être manipulées à des fins pédagogiques et d'expérimentation, d'innovation aussi. Donc, en fait, on a un centre finalement qui s'inscrit dans une division même internationale du travail et de la formation. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, et c'est ce qui m'a le plus intéressé dans cette étude, c'est la question de l'utilité sociale de l'école. C'est-à-dire la question de savoir à quel point finalement les formations données en interne participent à améliorer le travail.
Ça, c'est un point sur lequel il y a énormément de débats, puisqu'en fait, c'est très difficile d'objectiver comment la formation permet d'améliorer vraiment la qualité de ce qu'on fait et à quel point la formation est efficace, surtout à l'âge adulte, on va dire. C'est sur ce point-là que les observations des formations que j'ai faites m'ont le plus aidé. Donc, j'ai repéré différents éléments. Donc, pour moi, la qualité des formations, d'après mon matériau d'enquête, tient d'une part dans le travail des formateurs. On a des formateurs dont la qualité professionnelle tient dans le fait d'avoir une expérience passée en usine. Donc, ils ont travaillé, celui qui a le moins d'expérience en usine a travaillé 8 ans en 3-8, donc à des emplois subalternes. Celui qui avait le plus d'expérience avait travaillé 30 ans en 3-8. Donc, ça va être leur vraie valeur ajoutée de pouvoir s'adresser à des professionnels en parlant la même langue aussi. Deuxième point, le public à qui il s'adresse est un public qui occupe des métiers subalternes dans la hiérarchie des usines, mais qui sont en réalité déjà hautement qualifiés. Il s'agit de maîtriser des procédés de production très risqués. Donc, vous avez un certain nombre de responsabilités et d'ailleurs, ils sont extrêmement bien payés en fait, pour faire ces métiers-là. Donc, on a des formations qui sont assez pointues, données par des professionnels expérimentés à des professionnels qui sont quand même très qualifiés de l'industrie. Et enfin, dernier élément sur ce point, c'est qu'on a un point qui m'a particulièrement intéressée dans cette structure, c'est qu'elle rassemble finalement, elle a créé des conditions de dialogue entre des professionnels expérimentés c'est-à-dire que la fonction affichée de la structure, ça va être de perfectionner les professionnels sur des points techniques. La fonction plus de fait, on va dire la fonction effective du travail de formation, ça va être aussi de participer à alimenter la réflexivité des professionnels sur leurs pratiques professionnelles. Donc, je pense que c'est notamment par là qu'elle peut avoir qu'elle peut avoir une utilité sociale. Dernier point, sur lequel je souhaite revenir maintenant. Le dernier point que j'aimerais retenir de ce cas concerne non pas non plus l'activité actuelle, mais le moment, je reviens un peu en arrière sur le moment de la reconversion du site d'usine à école et je reviens notamment sur le rôle qu'a joué l'employeur dans la régulation du travail et de l'emploi de ses salariés, qui est un rôle assez atypique puisque donc le groupe a décidé de conserver les emplois de ses salariés directs, donc 370 emplois. Alors, ils n'ont pas tous été reclassés sur le site, mais ce qu'on peut c'est un rôle qui reste assez important quand même, y compris dans un cas français. Je l'explique par deux choses. D'une part, le rôle assez important qu'a pris le groupe dans la régulation de l'emploi, on va dire, de ses salariés, tient dans le conflit social, c'est-à-dire l'action de ces syndicats qui ont quand même mené un combat assez rude pour la conservation des emplois directs. C'est ce qu'a dit la direction à l'issue de l'instance représentative du personnel, donc en mars 2010, quand ils annoncent qu'ils vont conserver tous les emplois. C'est ce que dit officiellement la direction, que les syndicats ont joué un rôle dans cette possibilité. Je pense qu'il y a une deuxième raison qui explique le fait que les emplois aient pu être conservés. Je l'explique donc côté patronat, là, par l'historique de la direction, qui a, en fait, c'est un groupe qui a eu un passé nationalisé à ses débuts, donc au début du XXe siècle, et qui a pour politique de ne pas licencier ses salariés directs. Licencier ses salariés directs représente un coût important. Donc, en fait, ils ont une politique de sécurité de l'emploi qui, en France, peut se rapprocher de type de la fonction publique, une garantie publique quasiment de sécurité de l'emploi des salariés directs. Alors évidemment, c'est un rôle qui laisse de côté tous les salariés indirects des sites qui sont en fait beaucoup plus nombreux, au moins aussi nombreux en tout cas, que les salariés directs. Donc pour conclure en quelques mots, voilà, ce qui m'a intéressé dans ce cas de reconversion industrielle, c'est de voir que
On a des effets contrastés qui sont joués sur le travail et l'emploi dans le cas de ce site-là en particulier. Maintenant, l'intérêt que la reconversion a présenté pour l'amélioration du travail, c'est aussi ce que disent les formés eux-mêmes sur l'apport de la formation pour leur travail. Et bien que voilà, ce soit un élément qui soit difficile à objectiver, y compris pour les premiers concernés, ils sont globalement plutôt positivement surpris, on va dire, par la qualité des formations et leur intérêt pour leur pratique professionnelle personnelle. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention.